Bonsoir à toutes et tous. Actualité politique à la une ce soir. Wadani et Talata officiellement dans la course. Qui pour le fauteuil présidentiel et qui pour empiler à la vice-présidence de la République. Leur opération d'enregistrement des dossiers de déclaration de candidature s'est effectuée avec succès cet après-midi. Les partis politiques de la mouvance étaient avec le duo candidat. Conrad Baguidi reçoit son homologue de Belgique. Professeur Benoît Beyenet était au cabinet du président du Conseil économique et social du Bénin ce matin. Une audience de civilité entre les responsables d'institutions qui se connaissent mieux grâce à leur fêtière mondiale dans la francophonie. Les jeunes talents de Toulouse FC, sacrés champions de la deuxième édition du tournoi international Trophée des Académies. Ils ont pris le meilleur sur leurs homologues camerounais hier en finale au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérikou de Cotonou par un score de 2-0 après une semaine de compétition en terre béninoise. Mais avant, diplomatie pour commencer ce journal. En visite de travail au Bénin, en fin de semaine écoulée, le ministre cubain des Affaires étrangères a été reçu par son homologue béninois. Bruno Rodriguez Parilla et Olusegun Ajadi Bakari ont fait le tour d'horizon des relations entre les deux États. Cette rencontre vise à consolider les relations diplomatiques entre Cuba et le Bénin dans un dialogue stratégique de haut niveau. Ingrid Day et Elvis Tonoucoin pour les précisions. Tête à tête entre le ministre des Affaires étrangères Olusegun Ajadi Bakari et son homologue cubain. Ainsi démarre la visite de travail de Bruno Rodriguez Parilla au Bénin. Élargie aux autres membres des délégations des deux pays, les échanges ont pour objectif de renforcer les relations bilatérales historiques entre le Bénin et Cuba dans les domaines de la formation professionnelle et technique, de la santé et de la culture. Hemos tenido una excelente sesión de trabajo. Hemos reconocido el Je suis venue ici et je constate l'excellent état de nos relations bilatérales et les liens historiques qui unissent nos deux pays, les liens historiques que nous pouvons trouver aussi dans les racines que nous avons comme nation dans la mer Afrique. Et aussi, nous avons constaté qu'il existe des avantages, des points communs entre les deux pays sur lesquels nous pouvons travailler. Je suis venue ici notamment pour exprimer mon profond remerciement au peuple béninois, au gouvernement béninois et aussi à l'Union africaine. Las áreas de cooperación recíproca. Y he venido para expresar profunda gratitud. Cette visite du ministre cubain sur la terre des Amazones témoigne une fois encore de la bonne santé des relations entre les deux nations. C'est le lieu pour les deux ministres d'explorer de nouveaux enjeux de coopération. Cela a été l'occasion pour moi de réaffirmer au nom du gouvernement béninois l'attachement du Bénin à la souveraineté de Cuba et le soutien que le Bénin apporte au gouvernement cubain dans sa lutte pour la détermination du peuple cubain. Donc c'est une visite qui vient renforcer une fois de plus les liens entre nos deux pays et je suis très heureux d'accueillir ici à Cotonou mon homologue et j'espère qu'il aura un très bon séjour ici parmi nous. Cette visite du ministre cubain s'inscrit dans le cadre d'une tournée qu'il effectue en Afrique. À la suite du patron de la diplomatie, le ministre des Affaires étrangères béninois a aussi reçu la nouvelle ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de Cuba près le Bénin, Denise Amaro Salabaria, a présenté la copie figurée de ses lettres de créance à Olusegun Ajadi Bakari. Au cours de l'audience, l'accent a été mis sur le renforcement des liens de coopération bilatérale et de développement des relations économiques et culturelles entre les deux États. Suivant. Sous la houlette du ministre des Affaires étrangères, la diplomatie béninoise continue de se dynamiser et de s'ouvrir à de nouveaux partenariats bénéfiques dans la sous-région et de par le monde. Cette présentation des copies figurées des lettres de créance de la nouvelle ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba près le Bénin au ministre Olusegun Ajadi Bakari en est une preuve. Cet acte symbolique
ouvre une nouvelle ère de coopération axée sur l'innovation, la culture et l'économie, avec une diplomatie résolument active et tournée vers l'avenir. Denise Amaro Salabarria est née le 29 août 1989 à Cienfuegos, à Cuba. Elle est titulaire d'une licence en relations internationales et d'un diplôme en droit et gestion consulaire obtenu à l'Institut supérieur des relations internationales Raúl Roa Garcia, respectivement en 2013 et 2023, de même qu'un diplôme en commerce extérieur en 2025 du Centre d'études avancées sur le commerce extérieur et l'investissement. Au cours de sa carrière, la diplomate a occupé plusieurs postes dans son pays ainsi qu'à l'extérieur. Avant sa nomination en qualité d'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba près le Bénin, elle occupait la fonction de spécialiste pour l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient, l'Asie et l'Océanie à la Direction générale des affaires consulaires et des Cubains résidant à l'étranger. Denise Amaro Salabarria est mariée et parle anglais, portugais et français. Eh bien, le duo de candidats de la majorité présidentielle a fait enregistrer cet après-midi les dossiers de déclaration de candidature. Les conseillers et cadres de la Sénat ont accueilli Romuald Wadani et Mariam Chabi Talata. Ils ont tous deux passé les différentes étapes de la procédure de dépôt de dossier. On suit un bout des interventions à la Sénat ce matin. Une déclaration de candidature à l'allure d'une campagne électorale. C'est du moins l'ambiance qui a prévalu ce lundi 13 octobre 2025 au siège de la Commission électorale nationale autonome. Escorté par des motards et accueilli en triomphe par une impressionnante foule réunie à l'entrée du siège de la Sénat, le duo Romuald Wadani, Mariam Talata reçoit les civilités des responsables de l'institution chargée d'organiser les élections. Les deux candidats sont ensuite conduits vers la salle d'enrôlement pour les formalités requises pour la circonstance. Au terme des formalités, le duo ressort de la salle d'enregistrement de la Sénat, accompagné du président de l'institution, qui officiellement remet le récépissé provisoire d'enregistrement de candidature. C'est d'ailleurs la toute première candidature enregistré par la Sénat pour le compte de la présidentielle 2026. La Sénat vient de recevoir votre dossier conformément à la loi. À cette étape, nous vous délivrons un récépissé provisoire. Un récépissé provisoire que j'ai le plaisir de vous remettre. Collé à ce récépissé, nous avons une fiche de complétude des documents que vous avez signés. Voilà le contenu de cette enveloppe. Je vous souhaite félicitations et je vous souhaite des chances. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Merci. La Sénat a fini à cette étape-là avec vous. Pas de déclaration au niveau des deux candidats. Ils s'en remettent aux 4 formations politiques de la majorité présidentielle qui les ont investis. Et pendant ce temps, Romuald Wadani et Mariam Talata vont à la rencontre de leurs militants et sympathisants réunis devant la Sénat. Un bain de foule qui augure d'une campagne électorale électrique. Les partis politiques qui portent la candidature du duo candidat se sont prononcés à la suite de la réception du récépissé provisoire. On va écouter les responsables du bloc républicain par la voix du vice-président en charge de la communication. Il s'agit du ministre conseiller Romaric Ogoualé. Par ce acte, nous réaffirmons notre attachement aux institutions de la République. Et ceci dans la consolidation de l'état de droit. Notre démarche de ce soir s'inscrit dans le respect des règles qui encadrent notre processus électoral
et dans la volonté de contribuer par une offre responsable et cohérente à la poursuite du développement économique et social de notre cher et beau pays. Nous plaçons cette candidature sous le signe de la continuité dans la stabilité, du progrès partagé et du renforcement de la cohésion nationale. On écoute maintenant l'adresse du parti Union progressiste Le Renouveau par la voix du député Ordena Ladati. Plus personne ne peut s'approprier ce candidat-là. Les partis de la mouvance présidentielle non identifiés l'ont désigné. Il est devenu le candidat de tout le Bénin, de tout le peuple. Vous avez vu l'effervescence qu'il y a eu à la Sénat jusqu'à l'hôtel au Carrefour là-bas. Ça a vu la preuve que c'est le candidat de tout le Bénin. C'est l'issue d'un processus méticuleux. Le candidat et le duo, ils ont pris leur temps, ils se sont levés très tôt, le dossier a été très bien préparé et vous venez de voir que la phase de la complétude a été passée avec succès. Le duo a reçu son récépissé provisoire. Nous avons l'assurance que le récépissé définitif sera obtenu. Le député Issa Salifou et l'ancien ministre Antoine Dayori, membre du parti Union progressiste Le Renouveau, poursuivent, eux, leur tournée de contact des populations de l'Aktakora vivant dans le Borgou, après Kaswala, dans la commune de Tchaourou. C'est le village de Boko, dans la commune de Ndali, qui a reçu la délégation. Dans une pluie battante, les populations sont sorties nombreuses pour accueillir les deux personnalités qui remobilisent les bases pour la victoire du candidat de la mouvance présidentielle en avril 2026, Stanislas Ferland-Lanlozet et Socrate Anantole. Après le village de Kaswala dans l'arrondissement de Tchaourou, c'est au tour de Boko, localité de la commune de Ndali, d'accueillir l'honorable Salifou Issa et l'ancien ministre Antoine Dayori. Membres du parti Union progressiste Le Renouveau, ils poursuivent ainsi leur tournée de proximité entamée depuis quelques jours dans le septentrion. Malgré la pluie qui s'est abattue sur la localité, les populations de Boko, visiblement enthousiastes, sont sorties nombreuses pour réserver un accueil des plus chaleureux à la délégation. Comme dans les étapes précédentes, le message reste le même, remobiliser les populations et renforcer la cohésion autour du candidat de la mouvance présidentielle en vue de la présidentielle d'avril 2026. Antoine Dayori a salué la détermination de la population de l'Atakora vivant à Boko et rappelé son engagement à œuvrer pour leur plein épanouissement politique. Il faut que cette année, parmi les nouveaux conseillers et les nouveaux députés, il faut qu'il y ait des Ditamari, il faut des Wama, il faut des Yom, il faut des Berba, il faut des etc., etc. Je suis venu pour leur dire d'être candidat. Il faut qu'il y ait des Wama, il faut qu'il y ait des Berba. Il y a autant d'ethnies ici, il faut qu'il y ait autant de candidatures. Prenant la parole à son tour, l'honorable Salifou Issa a insisté sur la nécessité de resserrer les rangs autour du gouvernement et du parti Union progressiste Le Renouveau afin de consolider les acquis et d'assurer la victoire du candidat du camp présidentiel. Il vous a amené quelqu'un que vous ne connaissez pas mais qui est déjà avec vous. Et pour que tout ce que je viens de dire prenne corps, il faut commencer par connaître notre candidat et parler de lui. Et bientôt, comme le ministre vient de dire aussi, il y a les élections locales. Et lui, il est en train d'exiger au niveau de la direction de notre parti, Union progressiste Le Renouveau, il veut exiger qu'il y ait son ethnie sur la liste. Parce qu'on constate qu'ici, dans le Borgou, il y a beaucoup de gens de l'Atakora ici. Ils sont nombreux.
mais ils ne sont pas dans le conseil communal, ce qui n'est pas bon. On va essayer pour qu'il y ait au moins 1 ou 2 dans le conseil communal de Ndali. Même chose on va faire à Parakou, même chose on va aller faire à Tchaouro. Avant de clore la rencontre, l'ancien ministre Antoine Dayouri a réaffirmé son combat pour une meilleure représentativité des populations de la Takora résidant à Boko sur les listes électorales à venir. Gage, selon lui, d'un véritable renouveau politique. Chers camarades, il ne faut pas que le 11 janvier, lors du vote, qu'on ne vous voit pas, qu'on ne vous sente pas. N'ayez pas peur. Les Béréba disent là quoi y entend, vous pourra nous voir. Soyez là. Si vous n'êtes pas là où il y a les prises de décision, qu'allez-vous faire? C'est lui, Wadaï, qui sera notre prochain président. Si vous ne l'accompagnez pas pendant 10 ans, vous serez absent. Si vous ne l'accompagnez pas, vous ne pourrez plus faire de Tchoukoutou. Si vous ne l'accompagnez pas, vous n'aurez plus de microfinance. Aujourd'hui, j'étais avec lui quand il a appelé notre président, le professeur Djogbenou. Il lui a dit qu'on doit nécessairement mettre des gens de son ethnie, les gens de la Takora, sur les listes. Le président Djogbenou lui a dit, fais-moi des propositions. Donc, lundi, il va envoyer des noms. Et quand la liste va sortir, vous allez constater qu'il y aura quelqu'un qui est de la Takora, mais qui réside ici, qui sera dans le conseil communal de Ndali. Même chose à Parakou, même chose à Tchaouro. Une descente politique qui, au-delà des discours, témoigne d'une dynamique d'union et de reconquête de terrain, malgré les intempéries dans cette partie du nord du pays. Le président du Conseil économique et social a reçu en audience ce matin le président du Conseil central de l'économie belge, l'équivalent du Conseil économique et social en République du Bénin. Professeur Benoît Beyene était en visite de courtoisie, s'acquittant ainsi d'une promesse faite à Conrad Ouaguidi à l'occasion de son élection comme vice-président de l'UCESIF, Association mondiale francophone des conseils économiques et sociaux. Un bout de ce qu'il a dit à sa sortie d'audience. Donc quand j'ai été élu premier vice-président de l'UCESIF, j'avais promis à votre président que je viendrais lui rendre visite. Et donc j'ai profité d'une opportunité ici à l'université et d'un colloque qui est organisé ici à Cotonou pour dire officiellement bonjour à mon collègue président du Conseil économique et social du Bénin et commencer à développer des partenariats entre la Belgique et le Bénin au niveau des conseils économiques. Donc aujourd'hui, je vais participer à une séance du Conseil économique et social et je participerai cet après-midi à une séance très importante puisque, si j'ai bien compris, on va finaliser un rapport sur le développement des coopératives et des coopératives au Bénin, donc un rapport qui devrait être remis au président de la République. Et donc je vais apporter une petite contribution en apportant, entre guillemets, l'expérience belge du volet coopératif et du volet coopératif dans les institutions financières que je connais particulièrement bien. On va finir en sport en revivant la finale du tournoi international dénommé Trophée des Académies, tenu à Cotonou du 8 au 12 octobre. Finale disputée hier et qui marque la fin de cette compétition de football dédiée cette année aux jeunes talents du continent. 4 académies d'Afrique et 2 clubs venus d'ailleurs, de France précisément. C'est une initiative portée par Canal+ International en collaboration avec la Ligue 1 McDonald's. Voici les précisions de cette finale disputée au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Mais on est des compétiteurs et on forme des compétiteurs. Donc on vient pour gagner. L'objectif était clair avant cette deuxième édition du Trophée des Académies pour les jeunes du centre de formation du Toulouse FC. Ils sont venus cette année à Cotonou pour faire mieux qu'en 2023 à Abidjan, Côte d'Ivoire. Objectif atteint,
et il s'adjuge le Graal de la compétition. Une entame de compétition sereine face aux représentants béninois de l'USS Krake et la suite a été pratiquement sans anicroche pour les jeunes du TFC. En finale, face à leurs homologues de Dauphine du Cameroun, ils déroulent en maîtrise totale grâce à une solidité défensive assise et un gardien de but qui est resté vigilant devant sa cage. Ils trouvent le chemin des filets à la 36e minute de jeu sur corner avant de faire le break à la 53e minute de jeu sur une perte de balle de l'adversaire. 2-0 au coup de sifflet final qui permet à Toulouse FC de succéder à Dakar Sacré-Cœur, vainqueur de la première édition. On a eu des matchs plutôt compliqués. Là, contre Dauphine, c'est une équipe qui nous a mis en difficulté sur nos ressorties lors du premier match. Et là aussi, on a eu un peu de mal. Mais on a réussi à ne pas prendre de but et à en marquer 2. Du coup, on est très content d'avoir remporté ce match. Cette deuxième édition du Trophée des Académies a une nouvelle fois permis de voir les jeunes pépites à l'œuvre et cette fois-ci sur les installations du stade général Mathieu Kérékou à Cotonou. Une compétition qui se veut une vitrine de promotion des jeunes talents, essentiellement du continent, qui se termine sous de bons auspices. On a été magnifiquement accueillis à Cotonou, les infrastructures, la pelouse du stade de l'Amitié sur lequel nous sommes a été un magnifique écrin pour les 6 équipes qui étaient qualifiées. On a été chercher donc 4 académies sur le continent africain, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Cameroun pour affronter 2 équipes de Ligue 1 française. Donc je pense que le niveau de cette deuxième édition était très très relevé et on a vu que des matchs avec un niveau sur les jeunes footballeurs qui m'ont vraiment impressionné. De belles équipes, de beaux collectifs et aussi des belles individualités. On a aussi assisté à une belle finale entre Dauphine et Toulouse. On a un bon vainqueur et franchement on a un bilan très très positif de ce tournoi des académies cette année. Apothéose de la Ligue 1 McDonald's Trophée des Académies 2025 à Cotonou. Les yeux sont désormais rivés vers la prochaine édition avec des promesses de futures stars du continent en pleine progression. Voilà, ce journal s'achève ainsi à 20h. Vous prenez le rendez-vous de l'info continue avec Wahab Alikbara et son équipe. Merci d'avoir suivi cette édition.